Creepy Story. Nous sommes le 4 juillet 1994 à Belfort. Donc c'est une petite ville calme qui se situe en France. Où voilà, il se passe pas grand chose, il n'y a pas trop de problèmes de criminalité, il n'y a pas de meurtre à répétition, ce genre de choses. Voilà, c'est une ville un petit peu sans problème. Et en fait, on est au début de l'été et Stéphane doit partir en vacances avec un copain. Donc, il prépare ses affaires, il prépare sa valise, ses tenues, etc. Et ça fait très longtemps qu'il n'a pas pris de congé, donc voilà, il est assez content de prendre ses vacances. Donc voilà, il prépare ses affaires, il dîne avec ses parents, parce qu'il a 24 ans au moment des faits et il vit encore chez ses parents avec son frère. Et donc après le dîner, il joue aux échecs, voilà, en famille, avec donc ses parents. Puis le téléphone sonne. Donc le papa va répondre au téléphone et il s'agit d'un copain de Stéphane, celui avec qui il doit partir en vacances justement, qui demande à parler à Stéphane. Donc Stéphane prend le téléphone et voilà, son copain lui dit écoute, faut que je te parle, c'est vraiment super urgent, ça peut pas attendre demain, faut vraiment que je te parle, voilà. Donc Stéphane il dit ok, pas de souci. De toute façon, il fallait que j'aille chercher de l'argent à la banque. Donc comme ça, tu en profiteras en même temps de me déposer pour que je puisse retirer l'argent pour les vacances. Donc Stéphane part avec la tenue telle quelle. Donc il a une petite chemisette très fine, un short et puis voilà, des petites chaussures un peu d'été. Il a une tenue estivale, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il fait vraiment pas beau du tout. Il pleut des cordes, etc. Donc vraiment, il part avec une tenue dans l'optique de je vais revenir, voilà, je passe pas mon temps dehors, je vais pas traîner. Il prévient ses parents, notamment sa mère, Rolande. Il lui dit voilà, j'en ai pour 10-15 minutes grand max et je reviens. Sauf que les heures passent et il ne revient pas au domicile. Et nous sommes en 1994, il n'y a pas encore les téléphones. En tout cas, pas chez tout le monde, mais je suis même pas sûre que ça existe vraiment. C'est en cours de développement, je crois, à cette période. Donc, elle trouve aussi que ça ressemble pas vraiment à son fils parce qu'il a jamais fait ça. Voilà, depuis, ça fait 24 ans. Il a 24 ans. En 24 ans, il l'a jamais inquiété. S'il devait partir plus longtemps, il l'aurait prévenu. Donc, elle sent que quelque chose ne va pas, mais bon, elle se dit bon, je vais attendre de voir s'il revient. Et donc, on arrive le 5 juillet à 7h, donc le lendemain matin, et il est toujours pas rentré et il ne donne toujours pas de nouvelles. Sauf qu'il doit partir en congé, justement ce matin-là, et il devait partir très tôt, donc dans ces horaires-là. Donc elle décide d'appeler le copain avec qui il était hier soir, qui s'appelle Christophe Blain. Donc elle l'appelle, elle lui explique qu'elle n'a pas de nouvelles de Stéphane, qu'il n'est pas rentré, et qu'elle voudrait savoir qu'est-ce qu'ils ont fait ou où est-ce qu'il est allé après leur sortie. Et Christophe explique que il sait pas trop parce que finalement ils se sont retrouvés, ils ont discuté, ils ont bien donc Christophe explique que voilà, il l'a récupéré, ils ont été à la banque, mais que Stéphane lui a demandé de le déposer à une fête foraine qui était pas loin parce qu'il devait faire quelque chose. Et donc Christophe explique qu'il l'a déposé et qu'ensuite il est parti. Rolande, la maman, elle trouve ça un peu bizarre parce que son fils, c'est pas un garçon qui aime la fête foraine, et puis pourquoi il aurait été à la fête foraine alors qu'il devait rentrer directement après. Bref, sur le moment, elle se pose pas trop de questions, elle fait confiance à ce que dit Christophe, et donc elle lui demande juste tout simplement de la déposer au commissariat pour qu'elle déclare la disparition de son fils. Donc elle se rend à la gendarmerie. Elle explique aux gendarmes que son fils n'est pas rentré, qu'il devait en avoir que pour 10-15 minutes, qu'il donne pas de nouvelles, que plus ou moins personne ne sait où il est. Et très clairement, le gendarme va lui rigolonner parce qu'il va lui dire que son fils a 24 ans, qu'il est majeur et vacciné, que très clairement, il a peut-être fait la fête et que tout simplement, il dort chez un ami et qu'il va sûrement rentrer. Sauf que, au même moment,
dans les bureaux à l'arrière de la gendarmerie, des gendarmes sont en train de discuter et ils expliquent qu'ils ont retrouvé un corps ce matin. Et là, le gendarme qui est à l'accueil, ça lui fait un peu le tilt. Et à la maman de Stéphane, ça lui fait un peu tilt aussi parce qu'elle se dit ok, ça... ils l'ont retrouvé ce matin, mon fils a disparu hier. Donc le gendarme décide en fait d'aller voir ses collègues et de leur expliquer un petit peu, de les écouter, puis de leur expliquer que justement il y a une maman qui se présente pour la disparition de son fils. Donc la maman donne une description vestimentaire de son fils, comment il était habillé, et ça coïncide avec le corps qu'ils ont retrouvé. Donc la maman comprend qu'il s'agit de son fils tout simplement qu'ils ont retrouvé ce matin. La police lui demande si elle peut aller tout simplement à la morgue pour confirmer que c'est bien lui. Et effectivement, c'est bien lui. Donc le reste de la famille est prévenu, que ce soit le papa ou le frère aîné de Stéphane. Donc au niveau de la famille, donc c'est Dieterich, le nom de famille. Stéphane vit avec ses parents et son frère aîné, comme je vous l'expliquais. C'est une famille qui est plutôt bourgeoise, voilà, qui vit de manière plutôt aisée. Très discrète, voilà, qui n'a jamais posé de problème, qui s'entend bien avec tout le monde, qui n'a pas d'ennemis. La maman Rolande, c'est une femme qui est décrite comme très impressionnante, qui est très forte parce que c'est une femme qui apparemment a vécu des choses quand même assez difficiles dans sa vie, donc voilà, c'est une femme costaud. Le papa, lui, va être décrit comme quelqu'un de très généreux, très ouvert aux autres, très dans l'aide, dans l'entraide. Et Stéphane, donc l'homme décédé, lui est décrit comme un enfant, un jeune adulte très intellectuel. Voilà, lui il aime bien tout ce qui est là, il s'intéresse très tôt à la politique, aux finances, etc. Son père est dans la finance un petit peu c'est son métier. Donc lui il suit un peu les traces de son père. Il aime parler finances et il veut en faire son métier. Et accessoirement, il est aussi très sportif. 2-3 jours avant son décès, il venait justement d'obtenir son diplôme. Alors, je ne sais plus le nom du diplôme, c'est expliqué, mais c'est un diplôme un peu compliqué, mais dans le domaine de la finance. Et il était major de sa promotion. Voilà, donc il était très content d'avoir obtenu son diplôme. Et voilà, il avait des projets de vie, il savait exactement ce qu'il voulait faire plus tard, où il voulait aller. Enfin voilà, sa vie pour lui était déjà tracée. Il est très proche de son frère aîné. Voilà, ils s'appellent régulièrement, pratiquement tous les 2 jours. Donc ils ont vraiment une relation. Voilà, ils ont un petit cocon, mais ils sont très soudés entre eux, quoi. Le corps de Stéphane est retrouvé donc dans un petit bois qui s'appelle le bois joli, et en fait qui est un bois pour être, qui est connu pour être un bois un peu lieu de trafic. Voilà, parce que c'est un bois qui est un petit peu isolé, mais aussi un bois connu pour être un endroit de lieu de rencontre, débat aussi, sans rentrer dans les détails, notamment homosexuel. Attention, il n'y a rien d'homophobe dans ce que je dis, c'est très clairement expliqué. C'est un bois, voilà, qui est connu pour que les homosexuels se rencontrent à cet endroit parce qu'il est éloigné de la route, il est dissimulé dans la végétation, donc c'est vraiment un petit coin où on est tranquille et que personne nous voit en fait. Mais ce qui veut dire aussi que c'est un lieu qu'il faut connaître, c'est-à-dire que Stéphane est retrouvé là-bas. Déjà, personne ne comprend pourquoi il est retrouvé là-bas, parce que aucune relation ne lui était connue, ni homme ni femme. Mais surtout, s'il avait une relation, peu importe, avec l'un ou l'autre, à aucun moment il se serait rendu dans ce bois. Donc là, c'est une question qu'on va se poser, c'est est-ce que Stéphane était homosexuel ? Parce que finalement les parents ne lui connaissent pas de relation, donc finalement eux ils ne savent pas. Lui il n'avait pas l'air d'avoir parlé de ça avec ses parents ou même son frère, donc c'est une question qui va se poser. Donc on va chercher des indices sur la scène du crime, évidemment. Donc le corps il est retrouvé sur le côté en position fétale, partiellement nu, c'est-à-dire qu'en fait il est avec sa chemise mais qui est ouverte et il est en slip, il a plus son short. D'ailleurs, son short est retrouvé à côté de lui. Et ce qui va un petit peu marquer en fait les enquêteurs à ce moment-là, c'est qu'en fait, il y a une branche
qui a été posée sur les jambes de Stéphane. Mais vraiment posée, c'est-à-dire que c'est pas une branche qui lui est tombée dessus, c'est que ça a été posé de manière volontaire. Pourquoi? C'est la question. Donc encore une fois, ça ne colle pas. Stéphane, pourquoi il se serait rendu dans ce bois avec une tenue d'été alors qu'il pleut des cordes? Donc on se dit, est-ce qu'il a peut-être rencontré quelqu'un et c'est une rencontre qui a mal tourné? On va se poser la question. L'autopsie est faite. Et donc, la cause du décès de Stéphane, c'est des coups répétés au niveau du cœur avec des objets tranchants ou piquants, soit couteau ou peut-être autre chose. Il n'a pas de plaie de défense. Cela veut dire que tout simplement, il n'a pas eu le temps de se défendre ou il n'a pas vu les coups venir. Donc, potentiellement, du coup, quelqu'un qu'il pourrait connaître. Quelqu'un dont il ne se méfierait pas, tout simplement. Il n'a pas été victime d'agression. Je dirais pas l'autre mot parce que ça ne passe pas sur YouTube. Vous connaissez. Et le décès est déterminé entre 22h et 5h du matin. Le problème, c'est que l'autopsie, hormis ça, ne donne pas grand-chose. Il n'y a pas d'ADN qui est retrouvé sur le corps, il n'y a rien du tout. Donc pour essayer de trouver un suspect, c'est un peu compliqué. Donc les gendarmes décident de tout simplement s'en remettre à la dernière personne qui l'a vu en vie, c'est-à-dire son ami Christophe Blain. Donc Christophe, c'est un homme qui a 25 ans. Lui, pour le coup, a une scolarité très difficile. Voilà, c'est pas du tout un gars fait pour les études, faut le dire. Et au moment justement de la mort de Stéphane, il est pion dans un collège surveillant. Et en même temps, il est correspondant de presse dans un journal local. Donc c'est un homme qui est décrit tout à fait normal, charmant, physiquement qui présente bien quand même, faut le dire. Pas agressif, qui n'a pas de saut d'humeur, voilà, qui joue au tennis, qui est un peu fêtard. Et voilà, c'est pas quelqu'un d'effacé, c'est un meneur. Voilà. On sait que niveau familial, c'est compliqué un peu aussi. Il n'a jamais connu son père et visiblement, le nouveau compagnon de sa mère ne l'apprécie pas, mais ça a l'air d'être réciproque. Donc milieu familial, c'est pas terrible, ce qui fait qu'il a tendance à beaucoup se réfugier chez Stéphane. Donc Christophe est entendu en audition. On lui demande d'expliquer un peu la soirée, comment elle s'est déroulée. Et il va expliquer que voilà, il vient chercher Stéphane à son domicile. Ils se rendent à la banque pour que Stéphane retire les sous. Ensuite, il reste un petit peu dans la voiture à discuter, puisque c'est un peu le motif de la sortie au départ. Puis Stéphane lui demande de le déposer aux abords d'une fête foraine, parce qu'il a quelque chose à faire. Puis il s'en va. Tel quel. Comme je vous l'expliquais, ça fait quand même un peu tiquer les enquêteurs, puisque les enquêteurs ont su par la famille que de une, Stéphane n'aime pas du tout la fête foraine. Et que pourquoi il irait dans une fête foraine, encore une fois dans une tenue d'été alors qu'il pleut des cordes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être retenu dès le départ, c'est que c'est pas concordant. Il a vraiment une tenue de, vous savez, la tenue qu'on utilise pour faire vite fait un aller-retour et rentrer chez soi, c'est limite le pyjama, quoi. Donc pourquoi après il serait parti dans une sortie, autant qu'il repasse chez lui, qu'il mette les vêtements adéquats et qu'il ressorte. Et donc là, on fait un peu la comparaison et on se rend compte que Stéphane, c'est l'opposé de Christophe en termes de vie. Voilà, Stéphane est dans une famille plutôt aisée, il sait où il va, il a des diplômes, il sait ce qu'il veut faire dans la vie, et tandis que Christophe, c'est pas trop le cas. Et on apprend que le père de Stéphane n'aimait pas du tout Christophe et qu'il a déjà dit à son fils à plusieurs reprises que c'était un profiteur et qu'il devrait arrêter d'être ami avec lui. Et on découvre par ce fait que, en plus de leur relation amicale, il y a une relation un petit peu d'intérêt dans le sens où Stéphane aide matériellement Christophe et qu'ils ont même acheté une action en bourse commune. Donc là, on se pose la question. Est-ce que Christophe, par jalousie, par ego, par envie d'avoir encore plus d'argent, mais aurait-il tué son ami? C'est une question qui se pose. Donc après son audition, on le place sous écoute pour espérer entendre des choses qui pourraient le trahir. Ils vont pas entendre
Ils vont pas tomber sur des découvertes incroyables, mais par contre, ils vont voir que son comportement a drôlement changé depuis la mort de Stéphane. Déjà, il a perdu beaucoup de poids, apparemment proche des 10 kilos, donc ça se voit quand même. Il a beaucoup changé niveau caractère. On va le décrire. D'un coup, il va être très jovial, puis d'un coup, il va être très agressif. Alors que ça lui ressemblait pas du tout d'être comme ça, justement. Donc, ça met la puce à l'oreille à tout le monde, autant les enquêteurs que la famille. Donc, en septembre 1994, on le place en garde à vue cette fois-ci. Et donc, on lui repose des questions sur le soir des faits. Il explique la même chose. Il dit qu'il a croisé personne d'autre au cours de cette soirée à part Stéphane. Qu'après l'avoir déposé, bah, il n'est pas rentré tout de suite chez lui, mais qu'il s'est un petit peu promené, il a un peu erré dans les alentours de Belfort en voiture, et qu'ensuite il serait rentré dormir au domicile d'une amie à lui, mais qu'il n'était pas là à ce moment-là parce qu'elle était en vacances. Et le lendemain, il explique qu'il s'est réveillé, qu'il a nettoyé sa voiture de fond en comble, et ensuite il a appris la mort de Stéphane. Donc ce qui fait qu'il a un alibi, mais qui est vérifiable par absolument personne. Donc c'est un peu compliqué. Et là, la maman, au moment où elle est interrogée par les gendarmes pour savoir si elle a vu quelque chose de bizarre, si elle a remarqué quelque chose d'étrange, elle va expliquer que oui, c'est que quand elle est montée dans la voiture de Christophe pour se rendre justement à la gendarmerie, elle lui a dit tu devrais pas laisser ta carte bleue traîner sur le tableau de bord, tu devrais la ranger. Et Christophe va lui répondre bah non, parce que c'est pas la mienne, c'est celle de Stéphane. Et ça a fait un peu tiquer sa maman parce que son fils c'est quelqu'un de très ordonné. Donc généralement quand il utilise des affaires à lui, il les range tout de suite. Donc pourquoi là, il aurait été à la banque et il aurait laissé la carte bleue à son copain? Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Malheureusement, Christophe est relâché puisque bah il y a des éléments contre lui, mais pas au point de pouvoir l'accuser. Ça reste des éléments très légers. Donc il est relâché. Et au moment de sa libération de garde à vue, Christophe déménage dans le sud et il ne reviendra jamais dans la région. Il ne reviendra jamais à Belfort. Ce qui prouve encore plus à la famille qu'il, même s'il n'est pas responsable de la mort de leur fils, il sait quelque chose, mais il ne veut pas le dire. Un enquêteur qui travaille à Montbéliard, donc en 94, est chargé d'une enquête qui remonte à 1991, donc d'un corps qui a été retrouvé, donc une personne de 25 ans, mort par coup de couteau aussi, dans un foyer de travailleurs. Et en fait, il fait le rapprochement avec une autre affaire qui avait été commise quelques semaines avant à Colmar, où un jeune homme homosexuel avait été tué de la même manière, donc par coup de couteau aussi. Donc on se pose cet enquêteur se pose la question de est-ce qu'il n'y aurait pas un peu un tueur en série qui s'attaquerait potentiellement aux jeunes hommes et peut-être jeunes hommes homosexuels. Donc il se dit est-ce que Stéphane serait la troisième victime d'une seule et même personne? Et l'enquêteur va trouver un suspect potentiel quand même, qui est connu un petit peu dans le milieu, qui est un Mulhousin transformiste. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les hommes qui la nuit se transforment en femmes. Voilà. Et apparemment, tout le monde avait peur. Donc c'est lui qui était vraiment suspecté vis-à-vis de ça. Donc il sera interpellé. Il y a des éléments contre lui qui lui permettent d'être mis en examen. Mais la juge, à ce moment-là, refuse de le mettre en détention provisoire. Donc il est relâché. Et donc l'enquêteur explique que très clairement ça a cassé complètement l'affaire et que si ça se trouve c'était bien lui, mais que tout simplement ils n'ont pas pu poursuivre l'enquête correctement à cause de ça. Mais clairement ça donne rien. En tout cas vis-à-vis de l'affaire de Stéphane, c'est pas cet homme-là qui aurait pu, qui l'a tué, ce n'est pas lui. On passe à mars 1995. Une personne sonne au domicile des Dietrich. Et c'est un homme qui dit « C'est pas votre fils qu'on voulait tuer, c'est moi. » Et là,
même la famille est obligée de l'admettre, les deux hommes, que ce soit Stéphane et cet homme-là, se ressemblent un petit peu. Ils n'ont pas tout à fait la même forme de visage, mais c'est vrai qu'ils ont un peu les mêmes traits quand même. Donc c'est vrai que ça peut porter à confusion. Et en fait, cet homme, c'est Dominique Egloff, et c'est un militant écologiste très, très engagé. Et il explique en fait à la famille qu'il est victime de vengeance depuis un certain nombre de temps. On lui a empoisonné son chien, on lui a crevé ses pneus de voiture, et il reçoit aussi beaucoup de lettres de menaces, notamment des menaces de mort. Donc il explique que le jour où Stéphane a disparu et qu'il a été tué, il distribuait, en fait, il faisait signer des pétitions dans des rues de Belfort, et qu'il était habillé plus ou moins de la même manière que Stéphane. Il avait aussi une petite chemise et un short. Donc c'est vrai, on se dit, est-ce que quelqu'un voulait vraiment attenter à sa vie et il a confondu Dominique avec Stéphane, et malheureusement Stéphane est mort pour rien, ou en tout cas par erreur. Sauf qu'encore une fois, les enquêteurs vont faire des recherches un petit peu sur ce militant écologiste, et on va se rendre compte que c'est quelqu'un voilà, qui part un petit peu dans les excès, et donc en fait c'est très clairement une fausse piste, ça n'a rien à voir avec lui, et il a juste fait perdre beaucoup de temps à l'enquête, qui quand même a pris cette piste au sérieux en se disant que c'était possible, mais finalement voilà, c'est pas du tout le cas. Le 15 octobre 2001, la justice rend un non-lieu sur l'affaire Stéphane Dietrich, parce que tout simplement il n'y a pas d'aveu, pas d'indice, pas de suspect, il n'y a rien. Clairement, il n'y a rien. Donc la famille, clairement, n'accepte pas cette décision et va se battre pour que cette enquête soit réouverte, et que en fait, le meurtre de leur frère, de leur fils, ne reste pas impuni. Donc la famille, mais notamment le frère, c'est beaucoup le frère qui s'appelle Sylvain, qui va beaucoup se battre pour venger la mort de son frère finalement, va créer une association qui s'appelle les Amis de Stéphane Dietrich, pour en fait continuer de parler de l'affaire continuellement. Donc il va voilà, faire beaucoup de choses, beaucoup d'interventions. Il va faire des concerts, que ce soit à Paris, à Belfort, voilà, de musique qui parle de son frère justement, pour toujours en parler, pour que personne n'oublie. Donc Sylvain à cette époque travaille, et il explique qu'en fait il fait sa journée de boulot, et le soir jusqu'à les 2-3 heures du matin, il essaye de travailler pour que l'enquête soit réouverte, pour que son frère ne tombe pas dans l'oubli. Voilà, pendant des années, il va s'acharner à ça. En 2013, il y a un nouveau procureur à Belfort, et la famille demande à le rencontrer. Donc ils ont un rendez-vous. Voilà, la famille lui explique que très clairement ce qu'elle veut, c'est que le dossier soit réouvert et qu'on essaye de trouver un coupable à la mort de Stéphane. Le procureur va prendre connaissance de l'affaire et il va demander à revérifier l'ensemble des scellés qui ont été pris à l'époque. Et parmi ces scellés, il y a des cheveux et des poils qui ont été aspirés dans le coffre de la voiture de Christophe. Donc il va les envoyer au laboratoire pour les faire examiner, parce que je pense qu'en 94 l'ADN c'était encore un peu juste. J'avoue que j'ai pas les dates, mais je pense que c'était un peu juste encore. Et au bout de quelques mois, le procureur est recontacté par le labo, qui lui confirme la présence de l'ADN de Stéphane parmi ses cheveux et poils. Ce qui dit nouvel indice dit réouverture de l'affaire, en espérant, même si c'est pas forcément Christophe le coupable, mais au moins on a quelque chose pour réouvrir l'affaire et pouvoir chercher de nouvelles choses, de nouveaux indices, de nouveaux aveux. Donc les médias reparlent de cette affaire, donc voilà, l'affaire revient au goût du jour. Et là, c'est là que tous les éléments arrivent. On est en 2014. Nous sommes 20 ans après. Deux jeunes, en fait, font un déménagement dans un commerce, et ils tombent sur un flyer de l'association Les Amis de Stéphane. Et en fait, ils ont cette sensation de connaître en fait un peu cette histoire. C'est bizarre, ça leur parle en fait. Bref, ils en restent là, ils rentrent chez eux. Et en rentrant chez eux, ils tombent sur une émission qui parle justement de la mort de Stéphane. Et là, vraiment, pour eux, c'est évident
connaissent cette affaire. Et en fait, ils vont se rendre chez la famille de Stéphane et ils vont expliquer qu'à l'époque, ils étaient au collège, en 1994, ils étaient collégiens. Et un de leurs surveillants s'appelait Christophe. Et Christophe leur avait proposé, contre 10 000 francs, de tuer quelqu'un. Les adolescents à l'époque avaient refusé, mais apparemment, Christophe les relancera plusieurs fois par rapport à cette demande qui sera toujours refusée par les adolescents. Donc le 15 décembre 2015, Christophe est remis en garde à vue pour expliquer la concordance quand même entre le Christophe surveillant à l'époque et lui qui était pion aussi à cette époque. Donc les premières heures de sa garde à vue, il maintient toujours les mêmes faits. Il ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a rien fait à Stéphane, il réexplique la même chose. Mais à ce moment-là, les enquêteurs n'ont pas encore parlé du témoignage des deux jeunes. Donc ils vont abattre leur dernière carte. Et Christophe va se mettre à pleurer et avouer qu'il est bien le responsable de la mort de Stéphane. Et c'est là que ça devient aberrant. Il va expliquer qu'en fait ce soir-là, il ne veut plus partir en vacances avec Stéphane parce qu'en fait, ils ont une relation amoureuse. Et qu'il ne veut plus de cette relation, mais que visiblement, Stéphane n'est pas d'accord et qu'il se serait carrément mis en colère. Donc, il décide de l'emmener au bois joli. Ils vont d'abord discuter dans la voiture, puis sortir de la voiture et avoir une relation intime. Christophe est vraiment déterminé à mettre fin à cette relation et donc la seule solution qu'il trouve pour cela, c'est de sortir un couteau et poignarder Stéphane. Donc le procès s'ouvre 25 ans après les faits, il n'est jamais trop tard. Et tout le monde s'attend à voir un homme un peu abattu, triste, dans son coin, alors qu'en fait Christophe arrive comme un conquérant. En fait, il arrive, il montre l'image de quelqu'un de combatif, de dur, de solide en fait. Et là en fait sa stratégie, en tout cas ses explications, c'est de dire que finalement dans cette histoire c'est lui la victime. Parce qu'il explique que la relation avec Stéphane était déséquilibrée, était abusive, que Stéphane en fait faisait de lui ce qu'il voulait, qu'il lui imposait des relations intimes alors que lui n'était pas consentant, et qu'il n'en pouvait plus et que tout simplement il n'a pas vu d'autre issue. Voilà. Sauf qu'entre-temps, il y a une petite enquête qui est menée sur Christophe plus approfondie. Ça aurait peut-être pu être fait un peu avant. Mais on découvre que Christophe, c'est pas ou plus le même homme charmant décrit à l'époque, puisqu'il a quand même beaucoup de femmes qui ont porté plainte contre lui parce que elles finissaient par tout simplement se séparer de lui et qu'il n'acceptait pas la fin de ses relations, et donc il suivait ces femmes, il les menaçait, il les violentait. Donc son image de la personne qui subit des abus de la part de Stéphane ne tient pas trop la route. Encore plus, même si ça veut tout dire et rien dire, mais physiquement, Stéphane, c'est un homme qui n'est pas forcément très grand, qui est très mince, voilà, qui n'est pas quelqu'un de musclé. Tandis que Christophe, si, c'est un homme d'1m80, qui est fort, voilà, qui est carré, quoi. Donc ça colle encore moins à cette image-là. La famille pense tout simplement que Christophe l'a tué parce qu'il était envieux, parce que il avait une vie bien meilleure que lui, parce qu'il allait aussi avoir une nouvelle vie, sûrement sans lui, puisqu'il allait partir, voilà, il allait certainement... il savait où il voulait aller, il savait quel métier faire, et donc il allait un peu s'éloigner de ses amis, etc. Donc forcément de Christophe, et que potentiellement il ne l'a pas supporté. Il va être jugé coupable et il va prendre 20 ans de prison. La préméditation est retenue. Et donc, ce jugement est rendu le 18 janvier 2019. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est encore
en prison pour un certain nombre d'années. Et il ne fera pas appel de cette décision. C'est la fin de cette histoire.